Bonjour, bonjour, mais quel bonheur, quel bonheur. Nous sommes au Palais des Congrès pour le Paris Audio Vidéo Show. C'est le grand retour à nouveau du Paris Audio Vidéo Show ici. Et attention, ici, vous me voyez, bonbon pour les yeux, mais je ne suis pas tout seul. Il y a beaucoup de monde. On est en public ici. C'est ça qui est top, c'est ce qui nous a manqué en fin de compte, ça nous a manqué pendant des mois, c'est de se retrouver quelque part. Alors je vous dire un petit peu ce qui se passe ici, le Palais des Congrès, c'est très très grand. On était avant du côté de la Tour Eiffel, c'est déjà cool, il y avait plein de trucs, mais il y avait deux endroits différents. Donc on était là, on faisait une petite walk comme ça d'un côté à l'autre, on allait voir le deuxième endroit, et là on a tout rassemblé au même endroit avec des salles qui sont beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de matos. Il y a des exclusivités ici, il y a des exclusivités de tous les côtés. Vous avez des très très grandes salles, je cite quelques stands comme ça pour vous appâter, pour que vous veniez nous voir, celui qu'il y a ce soir 19h et demain également de 10h du matin jusqu'à 19h. Il y a un grand stand chez Klipsch, il y a un très grand stand chez Sony. D'ailleurs, le stand Sony, ce qui est fou, c'est qu'il y a tellement de monde qu'on ne peut plus circuler à l'intérieur, c'est pour vous dire, parce qu'en effet, cette année, les fabricants ont vraiment mis les petits plats dans les grands dans les petits. Vous avez vraiment du matos de tous les côtés et tout type de matériel, c'est-à-dire que vous avez bien sûr de l'audio, c'est un peu bien sûr le fonds de commerce ici du salon qui est hi-fi et home cinéma, et vous avez beaucoup également de home cinéma, et notamment, si vous n'avez jamais vu un écran micro-LED, il est là, il est ici. On a un écran micro-LED chez Samsung, on a des très grands écrans de projection chez Sony. Mais il y a un truc que je voulais vous dire, parce qu'on parle justement de Sony. Figurez-vous, je vais m'asseoir, c'est pour embêter les caméramans, j'adore ça. Donc figurez-vous qu'il y a un truc super important, c'est que ici, le Palais des Congrès, c'est quand même un endroit historique. C'est historique dans le monde de la hi-fi et du home cinéma, puisque avant, ici, il y avait les Sony World. Donc le Sony World, c'était un événement entièrement Sony, c'est-à-dire que Sony louait carrément tout ça, et vous faisait uniquement l'univers Sony avec les téléviseurs, les Trinitrons à l'époque. Et il y avait le festival de la hi-fi, le festival du son, qui se déroulait ici. Et à ma connaissance, depuis 1996 à vérifier, ou 1999, il n'y a plus rien eu. Donc c'est même pas un retour, c'est carrément une renaissance avec une nouvelle génération, puisqu'il y a des gens qui sont devant moi, qui sont des gens qui sont trop jeunes pour avoir connu ce moment-là. Donc c'est vraiment le retour ici dans ce grand palais sur un seul niveau. Hein. Vous n'avez pas normalement à monter 15 000 trucs. Enfin, je ne sais pas si je suis dedans. Vous n'avez pas. C'est parti. Si vous n'avez pas à monter sur le même niveau, vous avez un nombre de marques considérable. Et je tiens à ajouter un truc super important, parce que l'année dernière, on avait quand même beaucoup de marques au niveau de la vidéo, des téléviseurs, mais là, cette fois-ci, on a TCL qui présente carrément un téléviseur de 98 pouces. On a des marques comme ça, en effet Samsung, qui a du micro-LED, qui a des téléviseurs, qui a des écrans LG, il y a plein de trucs. Vous avez en effet de l'image, des platines vinyles, vous avez des casques, des avant-premières, il y a un stand de Vialet avec, vous savez, leurs enceintes qui font boum, 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 qui débattent, on pourra en débattre entre nous justement du débattement de Vialet. Il y a plein de trucs et il y aura bien sûr des avant-premières qui vont être annoncées pendant toutes ces sessions. Alors il faut savoir un truc également, c'est que là, ici maintenant, c'est l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est quoi? C'est là mon monologue, je suis là, je suis super content d'être là, je suis vraiment heureux au fond de mes tripes de pouvoir être ici avec un public devant moi, parce que ça, c'est quelque chose quand même qu'on n'avait pas auparavant. Et surtout, on va recevoir dans quelques instants, à une heure qui va être à mon avis de 14h30 environ, Monsieur Jean-Michel Jarre. Mais avant, on va recevoir également des gens extraordinaires, des gens de Rolling Stone et quelqu'un de Dolby, parce que l'idée, c'est bien sûr de préparer, entre guillemets, l'arrivée de Jean-Michel et de commencer à parler un petit peu de son univers musical et à la fois technique. Parce que je vous rappelle quand même que Jean-Michel Jarre, dernier album qui s'appelle Oxymore, a été travaillé en Dolby Atmos for Music, donc on va parler un petit peu de ça, et sur l'implication que peut avoir Dolby dans le monde de la musique actuellement, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui, en effet, commencent à faire appel à des ingénieurs de Dolby pour travailler leur musique, que ce soit mis sur les plateformes. Vous avez les plus gros albums qui sortent actuellement, que ce soit Taylor Swift ou des gens comme ça, qui travaillent leur musique avec du Dolby Atmos. C'est super important parce que je pense qu'il y a une certaine vague actuellement d'artistes, jeunes notamment, qui pensent que la musique en stéréo, c'est formidable, c'est is wonderful, mais la musique qui maintenant est plus spatialisée, qui en effet part en binaural, qu'on peut écouter notamment au travers des systèmes Apple et autres, avec le mouvement de la tête, tout ce qui est en effet le head tracking, tous ces trucs-là, ça commence à devenir de plus en plus probant, de plus en plus fort. Et justement, Jean-Michel, qui pourtant n'est pas né de la dernière pluie, qui a une carrière extraordinaire que j'admire profondément, Jean-Michel est là-dedans depuis longtemps. Je pense que depuis longtemps, il a compris qu'il n'y a pas que la stéréo et que le monde va vers la binauralité, vers la spatialisation, vers l'immersion. C'est quelque chose de super important. On le vit avec le gaming, on le vit en effet avec Netflix, le Dolby Atmos, le DTS-X, on vit tout ça. Ça va très très vite actuellement et ça, c'est super important. Alors avant que je fasse perdre du temps à tout le monde, je vais faire monter sur scène des gens étonnants. Voici, messieurs, dames, deux personnes qui vont se présenter tout à l'heure sur les plateaux de Rolling Stone, qu'on applaudit très 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 fort. Alors justement, attendez, avant qu'ils arrivent, attendez, les mecs, là, attends, je sais même pas où je suis. Ah, je suis là. Regardez, c'est pas...
c'est pas pour rien qu'ils sont là. C'est pas pour rien. Belkacem, tu passes derrière moi, ma petite caille d'amour, et tu vas voir, c'est là que ça se passe. Donc, voilà, prenez vos petits micros. Oh là 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 là. Ce plateau. Déjà, je suis super impressionné. Ce plateau. Alors, il y a un truc que je... Ah oui, il y a un truc... Vous savez, les joies de l'improvisation, c'est ça. Je suis à vous, je suis là à genoux. Je suis à vous devant mon erreur. Parce que, en fin de compte, ce que vous ne savez pas, c'est. Laissez pas ça, faites pas ça. Le truc qui est important à savoir, c'est qu'on ne peut pas commencer sans commencer. C'est-à-dire qu'on n'a pas lancé le salon. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme le Festival de Cannes. Ah, le Festival de Cannes is opening. Alors voilà, alors, il faut accueillir François, qui est le commissaire du salon et qui va venir introniser le top départ. Sinon, on ne sert à rien, il coupe la musique, il coupe le son et tout. François, allez, s'il te plaît, viens me voir. Le commissaire du salon qui va nous lancer le salon. Ça va, François? Ça va et toi, Pépé? Moi, je n'ai jamais été aussi bien de ma vie. Tu te rends compte un peu? Regarde, je suis super bien. Ah bah, je suis bouleversé de voir autant de monde pour ce retour au Palais des Congrès. C'est vraiment un honneur que de recevoir tout le monde et aussi nombreux. Voilà, on vous souhaite tous la bienvenue sur cette nouvelle édition du salon en espérant qu'elle vous plaira. Et je suis ravi de vous accueillir également toi, Pépé, pour ce marathon. C'est le mec, je ne sais plus quoi dire après. Alors, oui, je suis content. Alors, maintenant, est-ce que tu as préparé une petite phrase? C'est le truc où déjà, ça pourrait être mis sur Twitter avec voici la phrase du commissaire qui ouvre officiellement avec les clameurs du public, une petite phrase, un gimmick, quoi, quote. Eh ben écoute, on va faire simple. Je déclare ouvert ce Paris Audio Show 2022 et en espérant que ce sera le signe de belles années pour l'AIFI et l'home cinéma en France. Ben voilà. Bienvenue à tous. Et ben voilà, on l'a. Mais franchement, prends ma place. Je t'en prie, j'ai pris pour ma place. Merci François. Merci. C'est adorable. Et je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la queue ce matin. C'est vrai, il y a du success. Dis quelque chose, s'il te plaît. Il y a du success. Il y a du success. Voilà, merci. Et ça va être top. Et ça continue demain. C'est ça qui est intéressant. Demain, donc 10h, 19h. 10h, 19h. Voilà. Avec plein de trucs. Demain, plein de trucs, plein de marques, plein de salles, plein de démos. Vous allez en prendre plein les yeux. Et les yeux et les oreilles. Allez, hein, bon. C'est formidable. Merci, oui, tu peux le laisser parce que ça sera pour Jean-Michel. Attention, il ne faut plus toucher après. Hein, parce que c'est Jean-Michel. Nous, on le nettoie même plus après. Hein, donc, merci François. On peut l'applaudir. Le commissaire du salon. Prenez vos micros. Jean de bonne famille. Oh bonjour là. Mon Pépé. Bonjour Pépé. Bonjour. Je suis tellement heureux. Vous allez vous présenter au public parce que je suis très, très heureux de vous accueillir. Eh bien, bonjour, je m'appelle Belkacem Balouli, je suis le rédacteur en chef du magazine Rolling Stone. C'est un magazine américain né en 1967, emblématique de la contre-culture, donc ardent défenseur d'une certaine vision de la musique, des musiciens, mais mis en perspective toujours avec la société qui l'entoure, avec les événements politiques, ça peut être des guerres, mais ça peut être des avancées sociales. Et c'est un journal donc, qui a accompagné ma vie depuis tout petit, en fait, dès que j'ai à peu près compris l'anglais. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, on a une édition française qui a existé au milieu des années 80, puis qui est revenue au début des années 2000, et que je poursuis depuis 2007 déjà, avec une petite pause entre les deux pour faire d'autres choses. Mais je suis revenu en 2016, cette fois-ci, et avec Alma, mon éditrice, ça c'est de la transition. Avec Alma, donc on a repositionné le journal tel qu'il était à son origine, avec donc évidemment politique-société, mais une certaine idée de la musique. C'est-à-dire qu'on aime les vrais artistes, ceux qui ont un vrai discours, ceux qui ont quelque chose à dire, qui ont une vision de leur métier, qui ont une vision de la musique et qui nous apportent quelque chose. Après, effectivement, on parle beaucoup de chanteurs d'un certain âge, parce que c'est des chanteurs qui nous ont marqués quand on était petits, mais ça ne nous empêche pas de consacrer 50% de notre pagination à des premiers ou de seconds albums. Car c'est aussi la relève, car la vraie grande question, c'est qui ira-t-on voir au Stade de France dans 20 ans? Il n'y aura plus les Stones, il n'y aura plus McCartney, il n'y aura plus tous ces gens-là. Donc on creuse aussi dans ce sillon. Voilà, mais il a tout dit, j'ai même plus de questions. Salut. Oh, mais bonne année. Vas-y, je t'en prie. Moi, bonjour, je suis Alma Rota, je suis l'éditrice de Rolling Stone depuis 6 ans. Déjà. On est ravis ce mois-ci d'accueillir donc Jean-Michel Jarre dans un cahier spécial dédié à son univers, à son nouvel album Oxymore. Voilà. Monsieur Belkacem a tout dit. L'idée, c'est que moi, je vais vous poser quelques petites questions avant que Jean-Michel arrive, parce que je ne connais pas l'heure d'arrivée exacte de Monsieur Jarre parmi nous. Alors moi, il y a un truc, avant de savoir qu'il allait voir le plateau avec
avec Rolling Stone, que je connais bien. Je me suis dit, bah, c'est bizarre parce que moi, dans ma tête, je vais être très clair, hein, comme toujours, dans ma tête, je me suis dit, Rolling Stone. Alors, comme son nom l'indique, Rolling Stone et Jean-Michel Jarre. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un peu... Déjà, j'avais une petite surprise, je suis ravi, attends, moi je suis un fan de base, hein. Mais je me dis, Jean-Michel Jarre, il y a un côté très électronique, c'est au début un peu chill et autres. Et je me suis dit, vous avez toujours, en général, tu parlais de McCartney, tu parlais d'artistes comme ça, et tu vas me répondre, oui, c'est des artistes qui ont des trucs à dire. Mais oui, mais explique-moi. Mais évidemment, Jean-Michel Jarre fait partie de l'ADN de Rolling Stone pour une simple raison que son album avait été chroniqué dans l'édition américaine en 1976, donc dès le premier album. Comme on parlait de musiciens novateurs, il y avait avant il y avait Kraftwerk qui ne donnait pas non plus dans la guitare basse batterie, comme chacun sait. Moroder. Il y avait Moroder, il y avait Michael Field, tous ces gens-là font partie des grands novateurs, des gens qui ont apporté une énorme pierre à l'édifice de la musique, justement en travaillant sur ce que tu disais tout à l'heure, le son, la matière sonore, l'origine même du son. Et c'est ça qui est fascinant. Ces gens qui travaillent le son comme on travaille de la glaise, à essayer de trouver des mélanges harmoniques comme l'ont toujours cherché en fait les grands compositeurs. On peut parler de Berlioz ou de Beethoven ou de Mozart, c'est des gens qui travaillaient à la matière sonore, la combinaison des hautbois avec des violons. On invente des nouveaux instruments, Wagner a lancé les tubas de Wagner, etc., parce qu'il avait besoin de ce son-là, ou encore, puisqu'on parlait de Berlioz, avec sa méga contrebasse, la fameuse octobasse de 3 mètres de haut, parce qu'il avait besoin de ça à un moment, parce qu'il avait besoin de créer cette matière sonore. Jarre est arrivé dans la musique, donc, avec un disque explosif, Oxygène, on va le montrer, qui est resté hein, dans toutes les mémoires, vendu en millions et millions d'exemplaires, pour une raison simple, il venait de faire un vrai Big Bang de la musique. C'est pas lui qui a inventé la musique électronique, mais il l'a popularisée, il l'a amené à un nouveau stade auquel peu de gens pouvaient s'intéresser. Et lui a donné une dimension pop dans un monde culture rock, parce qu'il a une tête de rocker. Il y a ça aussi. Complètement. Donc voilà. Stéréotype. Et ça, c'est un point central. Il est arrivé avec une gueule, un son, un sens de la musique qui va chercher très profondément, très très loin, dans 500 ans d'histoire de la musique, où on retrouve aussi bien des éléments baroques que des éléments classiques, parce qu'il a toute cette formation derrière lui, et qu'il a décidé aussi d'apporter, lui, ce qui arrivait dans son époque, les Moog, les premiers synthés. Il y avait déjà comme collègue de bureau, il y a un Vangelis quand même, donc tu vois, il y a des gens comme ça qui ont décidé. Moi, je suis un fan de base. Voilà, et tous ces gens-là ont apporté. Là, le nouvel album qui est une forme d'hommage à Pierre-Henry, pareil, lui il travaillait là-dessus dès 68. Jarre, à cette époque-là, il avait tout juste 20 ans, quand il a découvert ça. Il s'est dit, il va nous le raconter d'ailleurs, il s'est dit, tiens, il y a une veine à creuser, mais pas forcément pour un monde ésotérique ou un monde exclusivement classique ou réservé à une espèce d'élite intellectuelle. Non, lui, il a pris directement la voie pop, et c'est ça qui est fascinant. Moi, ce qui me fascine, parce qu'on commence à parler un petit peu de la carrière de Monsieur Jarre, ce qui me fascine, c'est la façon dont il a réussi à collaborer avec les bonnes personnes au bon moment. Ça, c'est du génie aussi, de savoir... Ça s'appelle du management voilà, à l'état le plus pur. Tu sais que tu es un artiste, tu sais qu'en effet, tu n'es pas le seul, parce qu'en effet, il y avait Cloche Souls, il y avait plein de gens avant, il y a Moroder, tout ça, et tu sais que tu as ton originalité et tu vas collaborer. Mais je trouve que les collaborations, même sur les albums récents, quand il a bossé avec les Pet Shop Boys, c'est super pertinent, c'est incroyable, le mouvement qu'il a fait depuis ça, pour aller vers l'électro. Et c'est quelqu'un, quand j'ai vu son âge, parce que je ne voulais pas me rendre compte de l'âge de Jean-Michel, et quand j'ai vu son âge, je dis... Mais c'est pas possible, il est extraterrestre ce garçon, parce qu'il a toujours réussi à coller à notre temps et à s'entourer des bonnes personnes, et sans qu'il y ait une dichotomie, ce qu'on se dise, non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, c'est ouf, non ? Parfaitement même. Parce que justement, il y a une connivence entre deux artistes. Tu parlais des Pet Shop Boys, on pensait pas que c'était... que Jarre pouvait être proche d'une certaine musique de danse ou d'une autre histoire de la musique. Pas du tout. Moi, je me souviens, et pour en avoir discuté justement avec Jarre il y a quelques semaines, que dans les boîtes de nuit, monde que tu connais bien pour avoir été DJ, absolument pas. Rappelle-toi que lorsque tu passais Frankie Goes to Hollywood, parce que pareil, on est dans cette mouvance Relax, de son, don't do it. qui était la chanson qu'on enchaînait direct, qui était sur le même tempo, les champs magnétiques d'un certain mais ça, je l'ai pas fait, moi. T'as pas mixé ça? Non, c'est dommage. J'avais pas envie, je savais que j'allais te rencontrer un jour en plateau, je dis non, je le fais pas. Donc voilà, et ça se mélange parfaitement parce que justement il y avait une autre recherche d'esthétique la fin des années 70 et
les années 80 ont tout permis, puisqu'on arrivait dans le numérique dès les années 80, on mixait en numérique. On pouvait utiliser tout un tas de choses qui n'existaient pas avant. Avant, on avait des consoles 12, 16, 24, 64 pistes. Là, on arrive à la 96 entièrement numérique. On peut charger ce qu'on veut dedans, on peut mélanger, on peut créer. Et la console est devenue un authentique instrument de musique aussi. Donc, il n'y a pas que la matière sonore, il y a la manière de les combiner avec ces petits boutons magiques. Avec ces petits boutons magiques, on rentre dans un vaisseau spatial. Et c'est de la musique aussi qui est scientifique dans sa manière d'être conçue, je pense. C'est un truc qui m'a toujours frappé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a un côté Parce scientifique. qu'il y a une vraie ingénierie presque. du son. Ah oui, Tu ne montes l'ingénierie. pas dans une bagnole où il n'y a pas d'ingénieurs qui ont conçu ton volant ou tes trains roulants. Ah non, mais c'est l'ingénierie. Alors, oui, mais tu sais, je peux t'écouter ça, pendant des heures. Ça change tout. Mais oui, mais tu as tellement raison. Par contre, il y a un truc, puisqu'on parle d'ingénierie. Quand on parle d'ingénierie, on parle de son, de façon de traiter le son. Tu parles des consoles 96. Propagation d'ondes, tout ça. Là, mais j'en ai mal à la tête, tu peux pas savoir, je suis au bord d'évanouissement. Alors le truc, c'est que maintenant, on va aussi un peu faire venir quelqu'un qui est très important dans l'univers de Jean-Michel Jarre, c'est l'idée de Dolby, le Dolby évidemment. Atmos. Alors le Dolby Atmos, eh bien, voilà, il faut qu'on en parle et on va en parler dans quelques instants avec quelqu'un qui va venir, qui est là, qui est assis, il est déjà en train Bonjour. de poncer. Mais viens ici. Allez, oui. Comment ça va? Ça va, il faut que tu prennes un petit micro. Mais tu prends celui de Jean-Michel et t'inquiète pas, il faut le sacraliser, voilà, doucement. Présente-toi s'il te plaît. Et it's not working. Si ça ne fonctionne pas, attends, il faut faire attention. On a un petit plein de micro et c'est celui de Jean-Michel. Il faudra faire attention. Bonjour tout le monde, merci Pépé. Moi c'est Adrien Franqui, je travaille chez Dolby en tant que chargé de contenu principalement pour la musique. Donc oui, mais parfait. Regarde, moi je fais la contorsion en même temps. T'inquiète pas, je vais tout faire. Allez, vas-y, avec plaisir. Donc Voilà. Dolby Atmos for Music. Dolby Atmos for Music, ouais. Donc mon rôle c'est de faire comprendre à l'industrie, à l'écosystème, ce que c'est que le Dolby Atmos. M'occuper aussi de toute la partie technique pour les studios, parce qu'il faut qu'ils répondent quand même à des normes bien précises pour pouvoir faire de l'Atmos. Former les mixeurs, former aussi un peu et éduquer les artistes. Et voilà, collaborer sur des super projets. L'année dernière, on était ici avec Warner pour le R, le 10 000 Hz Legends. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent ont écouté l'album de R en Dolby Atmos. C'est juste une révélation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a été créé comme ça, alors qu'il n'a pas vraiment été créé comme ça. Et c'est d'une fidélité, parce que moi, je tiens à dire un truc quand même en tant qu'amoureux de musique et de Dolby Atmos. Le secret d'un vrai mixage Dolby Atmos, c'est un mixage qui ne vient pas nuire à la qualité originelle ou l'intention originelle de l'artiste. Quand j'entends des trucs en Dolby Atmos, et vous avez des trucs, et puis vous avez la voix qui part de tous les côtés, c'est fait n'importe comment, parce que le mec a deux moufles, il pousse de tous les côtés en disant « Ah bah ça va plaire aux gens, ils vont appeler ça le 8D ». Non, ça c'est pas du Dolby Atmos. Il faut toujours que ça serve la musique, il faut qu'il y ait un propos. S'il n'y a pas de propos, et c'est dans la musique actuelle, dans la musique classique, dans les rééditions, c'est toujours la même chose. Si on n'arrive pas à trouver le propos musical grâce à la technologie, si la technologie n'est pas au service de la musique, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, actuellement, tu vas nous faire rêver un petit peu. Est-ce que tu sais combien est-ce qu'il y a de titres Dolby Atmos disponibles? Mais vas-y, fais-nous rêver. En fait, vas-y. C'est rigolo parce qu'on a du mal à suivre le nombre de titres maintenant disponibles en Dolby Atmos. Pour te donner... Non, mais c'est vrai. L'année dernière, on était à la chasse au titre. Je t'en prie, refais la phrase. Vas-y. Attends, tu n'arrives pas... Vas-y, refais la phrase. Je n'arrive pas à compter le nombre de titres en Dolby Atmos. Merci. Alors c'est bon, on est très content de t'avoir reçu, donc tu sais même plus où on en est, tellement vous êtes successful. Non, mais ça marche vraiment bien. Et ce que je peux te dire, c'est que quand tu regardes les sorties... Tout à l'heure, tu parlais des sorties US. Ouais, Taylor Swift et autres. Mais en fait, on a nos sorties françaises. Cocorico, quand même. Tu regardes, je sais pas, hier, il y a le M qui est sorti, il y a eu des sorties, il y a Orelsan, il est en Atmos, enfin, je sais pas, je pourrais t'en citer beaucoup. Donc tous les labels maintenant français proposent des versions Dolby Atmos. Ouais. Par contre, je vais être obligé de te couper parce que je vous demande de faire vraiment beaucoup de bruit, une ovation. Je vais te bon. Parce qu'il y a Jean-Michel qui se dirige vers nous. Donc nous sommes vraiment très très contents de pouvoir l'accueillir ici. Tu vas rester dans les parages et tu vas pouvoir venir tout à l'heure. J'ai plein de questions à te poser. Et nous allons maintenant accueillir Monsieur Jean-Michel Jarre. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Ravi. Bon. Excusez-moi, on est en famille, donc on se fait la bise. Voilà, je vous fais la bise aussi. La vie est belle.
C'est le meilleur moment de ma vie, Monsieur Dolby. Asseyez-vous à côté de Belkacem. Belkacem va mener également une partie de la danse. Alors, vous savez, moi, je suis vraiment très content de vous accueillir ici parce que vous êtes dans votre univers quelque part. C'est un salon qui parle de musique, de technologie. Et votre carrière est incroyable parce que pour moi, vous ne me connaissez pas du tout, mais moi, j'ai grandi avec votre musique, j'ai grandi avec votre évolution de la musique, de la façon de vous approcher à la musique. Et techniquement, je suis en admiration devant le côté avant-gardiste que vous avez déjà de mélanger des sons, des instruments. Moi, je suis très ému de vous recevoir. Moi, si vous voulez vous le dire, parce que c'est important que ça soit verbalisé d'entrée de jeu. Donc, si je bafouille, c'est parce que je vibre de tout mon corps. Merci d'être ici. Merci encore d'être ici. Merci à vous. Merci de m'accueillir pour ce salon 2022. Et merci à Rolling Stone aussi d'être l'intermédiaire efficace et rock'n'roll aussi, en même temps, n'oublions pas. Merci. Mais je voudrais simplement dire en préambule que ce salon est très particulier, le salon 2022. D'abord, c'est le premier de l'après-Covid officiel, on va dire. Donc un changement de paradigme où pendant tous ces mois, ces années, on a été isolés. On a donc dû remplacer finalement le contact physique par le contact avec des interfaces numériques, et notamment dans lequel le rôle de l'audio et de la vidéo a joué un rôle très important. Et puis c'est aussi, ça a été pendant cette période aussi l'émergence d'un nouveau mode de communication, c'est-à-dire tous les mondes immersifs, que ce soit la réalité virtuelle, mais que ce soit aussi l'immersion dans le son. Et je pense que ce salon est placé aussi sous ce signe. Et donc je suis très heureux et très fier d'en être le parrain. Voilà. C'est merveilleux, je crois vraiment on peut faire une parce que nous sommes très très heureux que vous soyez là. C'est pile poil ce qu'on souhaitait au fond de nous par rapport en effet à la thématique du salon. Je vais laisser maintenant Belkacem vous parler un petit peu de votre nouvel album Oxymore parce que je l'ai écouté, c'est un Oxymore régal. qui en lui-même est une petite révolution puisque c'est le tout premier album à avoir été entièrement conçu pour une écoute multivoix, une écoute binaurale et chose inhabituelle puisqu'on parlait justement du système Dolby Atmos où les gens enregistrent comme on enregistrait encore il y a quelques mois où on ne concevait pas encore le son binaural. Alors que vous avez travaillé justement sur chaque son qui pouvait sortir de chaque voix. Et ça, c'est quand même une vraie révolution en soi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant des siècles, finalement, nous, les musiciens, on a eu un rapport frontal à la musique. C'est-à-dire que quand on compose pour l'orchestre, on visualise l'orchestre en face de soi. Quand on est en studio, on a des haut-parleurs en face de soi. Quand on est en concert, on a une sono en face de soi. Finalement, on a un rapport 2D, qu'on soit auditeur ou créateur, on a un rapport 2D avec la musique. Mais en fait, la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand on se parle, on se parle en mono. Quand un oiseau chante, il chante en mono. Mais en revanche, dans ce salon, pendant qu'on se parle, on entend partout autour de nous les sons de la vie, les sons du quotidien qui nous entourent. C'est-à-dire que le champ auditif est de 360 degrés. Et en fait, ce que permet les technologies actuelles, dont Dolby Atmos, dont on aura l'occasion de parler, j'imagine, c'est le fait, justement, pour le créateur, de pouvoir revenir à une approche naturelle de la relation sonore, c'est-à-dire de pouvoir non pas composer comme un peintre le ferait sur sa toile, mais de le faire en plaçant les sons dans l'espace. Et c'est ce que j'ai fait avec Oxymore, qui je pense est probablement le premier album de cette envergure à avoir été conçu dès le départ et composé dès le départ en multicanal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de placer des sons entre la droite et la gauche en stéréo, c'est de se dire, cette partie d'orchestration, d'arrangement, je vais peut-être la mettre ici, puis je vais peut-être la déplacer vers l'avant droite à telle vitesse. Donc, c'est un processus complètement différent par rapport à ce qu'on a pu faire depuis des siècles. Monsieur Germain, j'ai une question parce que j'adore la technique et c'est une de mes raisons de vivre. Est-ce que vous estimez, vous en tant que créateur, musicien, producteur, que la stéréo, c'est désormais quelque chose qui appartient peut-être à une partie du passé et que l'avenir passe par cette immersion, par le binaural, par le Dolby Atmos et que c'est en effet une nouvelle façon de travailler pour vous les artistes ainsi que pour les gens, de la façon d'écouter parce qu'on connaît le succès d'Apple Music avec Dolby Atmos, on connaît le succès des casques Apple, vous bougez la tête, vous êtes en head tracking dans votre musique, donc c'est fabuleux. Vous pensez en effet qu'il y a quelque chose, il y a une scission maintenant entre ce qui s'est passé et ce qui va se passer grâce à des artistes comme vous? Alors, si on ne le sait pas, mais définitivement, je pense qu'on va voir très rapidement, d'ici une génération et sans doute moins, on va considérer la stéréo avec la même affection qu'on considère aujourd'hui le gramophone de nos grands-parents. C'est-à-dire de passer de la mono à la stéréo. Je pense qu'on y est. Je pense que c'est une autre manière
de vivre la musique et de la concevoir. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas beaucoup au fait que, par exemple, les grandes majors aujourd'hui se disent « Ah bah c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir finalement transformer les catalogues de musique existantes en multicanal ». Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a d'avoir Frank Sinatra en multicanal qui a été enregistré en mono ou d'avoir la voix de John Lennon qui nous passe autour de la tête. Ça n'a pas été conçu pour ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est justement de se dire que ces nouveaux systèmes et cette nouvelle technologie va générer tout un nouvel écosystème pour les créateurs, pour les producteurs, pour les ingénieurs du son. Pour moi, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais de vouloir systématiquement revisiter tout le catalogue mono-stéréo en multicanal, c'est un peu vouloir coloriser les films noir et blanc. C'est un petit peu la même chose. Et je pense que c'est pas ça la priorité. En tout cas, c'est pas la mienne, c'est pas celle, à mon avis, qui va vers le fait qu'on a des technologies comme Dolby qui nous permettent, en les détournant, je viendrai pour les musiciens, en les détournant, de pouvoir justement faire quelque chose de totalement neuf. Et vous savez, cet album Oxymore, pour moi, quand j'ai pensé au titre, je n'ai pas du tout pensé à Oxygène, paradoxalement, parce que je vous expliquerai pourquoi, mais c'est à cause de la signification d'Oxymore, c'est-à-dire l'idée, c'est une figure de style qui fait que deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre créent quelque chose d'inattendu. Douce violence, clair-obscur, d'ailleurs musique concrète ou intelligence artificielle ou effectivement virtuelle. Et réalité On va en parler virtuelle, du métaverse. voilà. Tout ça sont des oxymores. Mais en fait, ce que je ferais comme parallèle, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé Oxygène, j'ai fait en 6 semaines l'album et je n'avais pas de référence, en fait, parce qu'il n'y avait rien de comparable avant. C'était pas un jugement de valeur, mais c'était une approche différente. Et en fait, Oxymore, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je me suis lancé dans un projet dès le départ au niveau de la composition, finalement en ouvrant la porte sur des territoires qui m'étaient totalement inconnus, donc sans a priori. Donc c'est ce qui, à mon avis, fait aussi la fraîcheur de ce projet, c'est-à-dire le fait d'explorer des techniques que je ne connaissais pas et en tout cas qui n'avaient pas vraiment été utilisées comme je les ai utilisées. Malheureusement, c'est fini, puisque maintenant j'aurai une référence qui est ce que je viens de faire. Donc, Alors, la dernière question avant que Bagazin vous pose des questions, parce que j'ai discuté beaucoup avec les gens chez Guillaume Tell et autres. Est-ce que c'est possible d'avoir une bouteille d'eau? Oui, je pense qu'on va vous donner ça tout de suite, Monsieur Jarre. J'ai discuté beaucoup avec les gens dans les studios de mastering et autres qui font de l'Eblimos. Est-ce que ça a été plus compliqué pour vous, Monsieur Jarre, de travailler avec du multicanal qu'avec de la stéréo? Est-ce qu'il y a une difficulté différente? Parce que vous travaillez en multicanal et que vous rassemblez tout en stéréo, c'est peut-être moins aisé que de travailler directement en immersion plutôt que d'avoir à faire de la manip derrière. Quelle était votre approche là-dessus? Alors oui et non, la stéréo pose des problèmes. C'est-à-dire que la stéréo, on travaille comme un peintre en mettant des couches successives sur le même plan. Tous les peintres savent que si on en met trop, ça devient gris. C'est la même chose pour les musiciens. Donc on a ce problème-là. L'avantage de la stéréo, c'est qu'on est habitué culturellement à la stéréo et qu'on a des réflexes, notamment ce qu'on appelle sur les problèmes de fusion, c'est-à-dire de pouvoir arriver à avoir une glue, une colle qui se passe entre les différents éléments, que ce soit quand on écrit pour l'orchestre ou qu'on fasse du hip-hop ou de la techno, c'est pareil. Et en revanche, l'avantage énorme d'être dans l'espace, c'est qu'en fait, chaque son qu'on va pouvoir prendre a son espace vital par définition. C'est-à-dire que c'est comme de passer d'une toile à la sculpture, de la peinture à la sculpture. Donc on est en 3D. Alors ça a des avantages, mais c'est compliqué parce que chaque son finalement se retrouve un peu à poil, si j'ose dire, c'est un peu nu. Et donc du coup, ce sont des objets sonores. Ce sont des objets. Donc il faut arriver à trouver la glue, à trouver la colle entre chaque le liant. Et donc c'est différent. Et puis il y a un autre problème aussi par rapport au multicanal, c'est tout le problème du bas médium, c'est-à-dire tout ce qui est drum and bass, c'est-à-dire tout ce qui est percussion, c'est tout ce qui est dans le low range, enfin bon, la partie basse du spectre, qui est compliqué à maîtriser. Et donc là, il a fallu expérimenter. Je donnerai un exemple. Je travaillais beaucoup à Radio France Service Public. J'en profite pour rendre hommage au service public qu'on critique souvent pour de bonnes ou mauvaises raisons, peu importe, mais qui est vraiment défricheur en matière sonore. C'est au service public qu'on doit le début de la FM, le binaural, le multicanal. La quadriphonie, parce que je crois que c'était parmi... La quadriphonie, c'était exactement. Et yes. Et donc, du coup, l'idée, c'est justement d'arriver à pouvoir résoudre ce problème de bas médium.
Et en fait, on a systématiquement tenté des choses. Par exemple, pour un morceau, pour un autre, est-ce qu'il fallait mettre, par exemple, toute la partie grave en stéréo à l'avant? Ou est-ce qu'il fallait être en croix, par exemple, comme ça, ou en X? C'est tout des problèmes que finalement on a expérimenté et on a approfondi de manière empirique. Non, je voudrais dire un petit mot par rapport à mon voisin de Dolby. C'est qu'en fait, Dolby au départ a été développé pour le cinéma, pas pour la musique. Donc pour nous, musiciens, c'est un problème. On est d'ailleurs sérieusement très, très proche avec les ingénieurs de Dolby pour justement résoudre un certain nombre de problèmes. En gros, la technologie de Dolby a été développée pour les salles de cinéma, c'est-à-dire de ce qu'on appelle, mon voisin sait ça encore mieux que moi, j'imagine, mais en situation héliocentrique. C'est-à-dire que où qu'on soit dans un théâtre, on doit avoir le dialogue dans un théâtre, dans une salle de cinéma, vous avez compris, on doit en fait avoir le dialogue au centre, la musique à droite et à gauche, et les effets, en gros, pour schématiser, à l'arrière. Nous, on est plus égocentrique dans la musique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être au centre du lieu, d'avoir un rapport équidistant à 360 degrés et pas nécessairement avantager l'avant de l'arrière. Donc c'est tout ça qu'il a fallu qu'on adapte pendant la création d'Oxymore. Et en même temps, l'autre chose, c'est le fait de passer du multicanal avec haut-parleur au binaural, au casque, qui est encore autre chose, puisque a priori, la notion d'espace, c'est presque un oxymore et un pléonasme de dire que d'essayer d'avoir la notion d'espace avec quelque chose qui est collé aux oreilles, on peut imaginer que ça demande donc des trucs physiques qu'on appelle des filtres de transfert pour que le cerveau, en fait, qu'on trompe le cerveau pour arriver à ce que le cerveau recrée la notion d'espace avec le casque. Et ça aussi, ça demande aussi une approche différente. Et donc, dans la production, c'est assez compliqué puisqu'on a à la fois conçu la spatialisation pour le multicanal, pour le live et pour les casques. C'est passionnant. C'est fou. Merci. Et justement, on parlait de temps, 6 semaines pour Oxygène. Combien de temps pour Oxymore? Parce que là c'était en fait, pas 6 semaines. Là. Alors en fait, ça a été 6 semaines pour la composition. Aussi, c'est pour ça qu'il y avait un lien. Mais j'ai passé 9 mois pour la spatialisation avec Hervé Desjardins, qui est l'ingénieur en chef du studio Innovation de Radio France, avec qui on a travaillé. On a beaucoup travaillé ensemble déjà depuis quelques années sur tous ces sujets pour essayer justement de repousser des techniques qui ne sont pas encore adaptées. C'est-à-dire que Dolby n'a pas vraiment réfléchi aux musiciens encore. Ils y réfléchissent, mais il faut les amener petit à petit. Allez, au boulot. Fassent un C'est pas effort. moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui vers l'ai dit. nous. Mais le truc, ils ont quand même créé, attendez, Jean-Michel, ils ont créé Dolby Atmos for Music, ils ont libellé en quelque sorte le truc. Donc il y a un début de réflexion, c'est pas pour les défendre, mais c'est vrai qu'à la base, vous avez entièrement raison sur l'idée que c'était pour le cinéma, c'était des objets pour le sonores qui étaient dans la cinéma, salle. ouais. En fait, on peut pas. C'est indéniable, Dolby. Quand je demande même aux gens, je travaille chez Dolby, ils me disent ah oui, Dolby Cinéma, forcément. C'est Love Story. Donc oui, le format est né au cinéma, néanmoins on l'a vraiment conçu en sachant qu'il allait rompre la barrière du cinéma, il allait pouvoir s'adapter et évoluer avec différents besoins, dont celui de la musique. Et je pense que ce qui a été assez intéressant dans ce projet, c'est l'étendue et la spécificité technique d'Hervé et toute l'expérience en fait autour de l'immersif et du binaural. Quand on a mis les pieds dans le studio, on s'est rendu compte que le procédé était très 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 complexe, mais au final, le résultat est quand même très satisfaisant. J'ai écouté au casque le binaural, je me suis pris une claque, une claque spatiale. Alors ce qui est intéressant par rapport à Dolby, c'est qu'en fait, quand on a travaillé, on a finalement fait un partenariat avec Dolby qui est pas un partenariat ordinaire, c'est pas un partenariat commercial. Peut-être qu'il débouchera sur cet aspect-là, mais en fait, on est parti avec Hervé Desjardins, avec donc l'ingénieur du son avec qui j'ai travaillé. On est parti à Londres dans le studio de référence de Dolby pour faire les réglages afin qu'on puisse toutes les sessions d'écoute et les séances d'écoute, comme je ne pouvais pas me multiplier un peu dans le monde entier, qu'on puisse les faire dans les salles Dolby Atmos, qui sont référencées Dolby Atmos dans le monde. Je crois qu'il y en a à 500, je crois, les vrais, parce qu'il y a des vrais et des fausses. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais les vrais, et c'est pas du tout désagréable par rapport aux fausses, c'est-à-dire qu'il y a des théâtres existants dans lesquels il y a des installations Dolby Atmos qui ont été installées, et puis il y a des salles qui ont été faites
en fonction du Dolby Atmos. Il y en a quelques-unes. Il y en a une à Paris, c'est Beaugrenelle, par exemple. Il y en a une à Londres qui est Leicester Square, qui à mon avis est une des meilleures du monde. Et on a fait nos essais ici. Et l'avantage énorme, c'est qu'en fait, on a un standard. C'est la première fois qu'on a réussi à avoir un standard d'écoute. C'est-à-dire que où qu'on joue Oxymore dans une salle Dolby dans le monde, on aura exactement le même son. Ça, c'est quand même pour le musicien un rêve, quoi. Et ça a été le cas dans plusieurs villes, je crois. Il y avait Milan, Berlin pour le moment, Los Varsovie. Angeles, Varsovie. Ouais. Et puis ensuite, le Santiago du Chili, Auckland, des endroits où pour la sortie d'un album, on faut comprendre qu'on n'y va pas non plus tous les jours. Et donc c'est évidemment un avantage énorme pour partager justement une expérience pas seulement technique, mais émotionnelle, parce qu'au bout d'un moment, on est au salon du son, et je rappellerai pour tous les audiophiles qui souvent sont obsédés par les câbles en or, que ce qui est important, c'est ce qui passe dedans. C'est-à-dire c'est quand même la musique. Vous avez raison. Donc je connais effectivement des gens que je citerai Mais pas. ouais, attendez. On le sait tous. Ouais. Mais on le sait. Vous êtes audiophile vous-même? Bien sûr, oui, non, mais je suis moins obsédé par. Enfin, j'ai été obsédé pendant un moment par la grosseur des câbles. Je vous raconte une anecdote qui est intéressante par rapport au salon du son que certainement connaissent. C'est pourquoi dans les années 60, on était tellement obsédé et on rêvait du son américain qui était très chaud et on n'arrivait pas du tout à l'avoir. Et en fait, il y a une raison physique, c'est le cuivre. C'est-à-dire la différence entre le 110 et le 220. C'est-à-dire qu'après la guerre, on n'avait pas d'argent en Europe et donc on a décidé de passer sur le 220, c'est-à-dire pour économiser la quantité de cuivre dans les câbles. Et donc, en fait, le fait d'avoir, en 110, d'avoir un taux de pourcentage de métal beaucoup plus important dans les câbles donnait cette espèce de côté chaleureux, chaud, et qui ne venait pas du tout seulement du talent des musiciens, mais qui venait de la technologie. Donc la technologie est importante pour nous tous. Non, mais ça, c'était l'idée de base de Klipsch, qui a basé une partie de sa carrière là-dessus, et de JBL, qui avait un son particulier, vous savez très très bien. C'était vraiment, et c'est l'explication, c'était le cuivre à chaque fois. Non, mais c'est merveilleux, parce que là, on vous tient beaucoup, mais j'ai encore plus de questions, parce qu'on a la chance de vous avoir. Quand vous dites justement, moi, ce qui me fait rêver dans ce que vous me dites, c'est qu'en fin de compte, vous avez travaillé longtemps cet album, mais en fin de compte, vous avez créé plusieurs versions de cet album. Avant, quand on travaillait, l'artiste délivrait une version stéréophonique ou quadriphonique avec Radio France, mais là, vous avez une version stéréo, une version donc immersive avec des enceintes, une version pour le binaural. C'est un travail de folie parce que c'est plusieurs versions de votre travail au final. Vous voulez dire que c'est devenu un cauchemar de notre travail. C'est exactement ça. C'est qu'avant, on avait une version qu'on faisait pour le vinyle. Ensuite, c'est le vinyle et le CD. Et maintenant, il y a différentes plateformes en stéréo qui n'ont pas non plus les mêmes caractéristiques. Il y a maintenant effectivement le binaural. Il y a Apple d'un côté, il y a Amazon, et donc il y a des plateformes qui prennent, il y a comme Qobuz, comme Tidal, qui ne sont pas exactement. Ils ont le THX, ils ont une version de THX. Voilà, il y a aussi, je pourrais, malgré le fait que j'ai un ami de Dolby qui est assis sur le même canapé, rendre quand même hommage à Fraunhofer, qui est l'autre développeur européen, allemand, qui ont créé le MP3. Fraunhofer a créé le MP3. Et qui ont un système multicanal qui est très très bon aussi. Et c'est important qu'il y ait effectivement une émulation entre les États-Unis et l'Europe. Vous connaissez mes convictions là-dessus. Et justement, puisqu'on parlait de production, est-ce que en créant ce disque, vous avez aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de plâtre essuyé, créé un standard de production, une méthodologie à l'usage des confrères preneurs de son, musiciens, etc. C'est ça l'idée. L'idée, en fait, derrière ce projet, c'est aussi de pouvoir réfléchir à comment démocratiser les outils de création, de production. C'est à mettre à disposition aux jeunes artistes, aux jeunes créateurs des outils qui permettent justement de spatialiser le son à moindre frais, de trouver des plugins, des logiciels qui permettent justement de pouvoir le faire. On en discute beaucoup aussi avec nos amis de Dolby qui ont eux aussi des logiciels qu'on va pouvoir mettre à disposition pour les jeunes artistes. On est en train de travailler très sérieusement sur une académie du son avec le service public pour justement former cet écosystème de demain sur le plan justement des outils
notamment versé dans l'immersion sonore. Et à Paris, il y a l'IRCAM qui travaille dessus depuis très longtemps, sur le binaural et autres, ce qui m'amène moi à vous parler, parce que dans votre univers, vous parlez beaucoup d'immersion, l'immersion, et c'est quelque chose qui vous tient au cœur, et à moi aussi. Et si on parlait un petit peu de vos projets autour du métaverse, parce que ça c'est quand même quelque chose, il faut que vous en parliez, vous êtes un acteur, vous êtes novateur sur tous les points, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le Dolby Atmos, il y a également ce pan de votre carrière, moi j'aimerais bien vous en entendre parler, quoi, du métaverse. Et ça vous fait rêver, parce qu'il y a des gens, c'est pas très bien vendu, je trouve, et c'est ce qui m'ennuie. Aujourd'hui, et c'est pas du tout hors sujet d'en parler ici dans ce salon, voilà. qui est le salon de l'audio et de l'image. Donc, et c'est vrai qu'on commençait notre conversation avec le fait de se dire qu'on a changé de paradigme après la période de Covid, que finalement la planète s'est habituée à avoir des interfaces numériques entre soi-même et sa famille, ses collègues de travail, etc. Et donc, finalement, on s'est habitué à ces outils. Et en fait, le fait d'être immergé est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de notre quotidien, de plus en plus, avec bien sûr la réalité virtuelle, mais avec le développement des voitures électriques, le fait qu'on est de plus en plus dans des endroits où en fait l'immersion fait partie de notre quotidien. Je rappellerai quand même que la réalité virtuelle, c'est vieux comme le monde. En fait, le premier objet de réalité virtuelle, c'est le livre. En fait, quand on lit un bouquin, on se projette dans un imaginaire, on imagine les protagonistes, on s'immerge, et on devient ou voyeur ou acteur de l'histoire qu'on suit. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre imaginaire. Aujourd'hui, on franchit un pas supplémentaire, qui est le fait de se dédoubler avec notre jumeau numérique, notre avatar, dans un univers qui n'est pas nécessairement dystopique comme Matrix, mais qui peut être très poétique. Il y a une dimension sociale dans le métavers qui m'intéresse beaucoup. Je vais vous raconter une anecdote. Récemment, j'ai développé, donc, on pourra en parler 2 secondes, un univers virtuel avec la start-up Vroom pour la sortie d'Oxymore, qui s'appelle Oxyville, qui est une ville un peu entre Métropolis et Sin City, dans laquelle je fais des concerts live et dans lequel je vais laisser les clés comme maire du village à un moment donné à d'autres artistes pour pouvoir aussi faire ce qu'ils veulent faire. Et en fait, quand on répétait, on avait invité des gens qui étaient donc du monde entier, qui étaient présents dans le même lieu comme on est ici, dans la réalité virtuelle, le principe que vous connaissez. Et il y avait un type qui était de Shanghai, un autre qui était de Rio, tout le monde dans la même pièce. Et puis il y avait une fille qui était là, qui bougeait de partout, qui posait plein de questions, qui était hyper excitée. Elle était donc, on discute, et je lui pose des questions, et en fait elle était de Manchester. Et à la fin de la conversation, je découvre qu'elle était tétraplégique et que c'était la première fois qu'elle assistait à un concert et qu'elle avait dansé toute la soirée. Donc c'est aussi ça, le métavers, c'est aussi ça la réalité virtuelle. Il y a cette espèce de côté poétique et inclusif, même si le mot est ambigu en ce moment, mais en tout cas justement d'avoir cette manière de se connecter à tous les sens du terme. Et je pense que cela aussi, c'est un mode d'expression en soi dont il ne faut pas avoir peur. Vous savez, au début du cinéma, les gens disaient, à l'époque des Frères Lumière, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui s'agitent sur un drap blanc, c'est pas des vrais acteurs, le un train de véritable la acteur. Ciotat, avec les gens qui ont peur du cinéma, parce que c'est trop vrai. Qui avaient peur. Ils avaient et en peur. même temps, en disant, mais les vrais acteurs, c'est quelqu'un qui est sur une scène avec un public comme aujourd'hui. Et en fait, le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, il reste que 15 secondes, donc je vais raccourcir les adverbes. Et donc, du coup, donc en fait, le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. Donc concrètement, moi je suis très impliqué dans la réalité virtuelle depuis longtemps. Je milite beaucoup pour qu'on puisse accéder à une souveraineté en matière de métavers franco-européen. Je pense que c'est très important. On a laissé filer Internet il y a une vingtaine d'années. Ne refaisons pas la même erreur. C'est-à-dire qu'on a trop souvent, en France et en Europe, eu tendance à séparer les outils de production. On en a parlé beaucoup avec Rolling Stone, les outils de production, les outils de diffusion, et que si le jus de cerveau, on en aura toujours. En revanche, il faut qu'on puisse avoir la maîtrise de notre distribution, qu'on ne passe pas par les fourches codines de plateformes américaines en particulier, qui demain peuvent fixer les tarifs de notre travail, éventuellement appliquer des problèmes de censure pour des raisons de format idéologique. On est en plein ou autre. dedans. Hein. Et ce sont des choses qui sont capitales. Et ça, il ne faut pas qu'on passe à côté du train. On a fait, il y a 40 ou 50 ans, quelque chose qui s'appelle Airbus,
qui faisait rigoler tout le monde en disant on va faire partie de la souveraineté aéronautique. Aujourd'hui, ça étonne plus personne qu'on soit leader et que la plupart des lignes américaines utilisent une technologie européenne. Je pense que c'est plus compliqué de faire un Airbus A380 que de faire un cloud. Et le cloud indépendant, c'est urgent. Les plateformes de métaverse, c'est urgent. Parce que c'est la seule manière, justement, pour nous de pouvoir, justement, y compris en continuant à avoir des partenariats comme avec Dolby, qui est une société américaine, par exemple, mais que les choses se rééquilibrent par rapport à ce qu'on a vécu depuis 20 ou 30 ans avec l'Internet classique. Et moi, dans votre discours, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais le truc, ce que je perçois, et quand je parle aux gens et autres, c'est la perception justement qu'on a du métaverse, qui est peut-être très floue. Que justement, vous parlez de quelque chose, d'un consortium comme ça, européen, quelque chose qui serait de nous. Vous parlez du cas d'Airbus, c'est vachement bien parce que c'est vraiment ce que je pense. Mais comment faire en sorte qu'on brise ces barrières liées au métaverse où les gens sont à la fois effrayés, attirés, comme une sorte de trou noir qui pourrait nous envelopper, nous engloutir. J'arrive pas à voir comment donner le vrai message pour que le public y adhère. J'arrive pas. Alors cette discussion-là, on aurait pu l'avoir il y a 30 ans avec Internet. Oui, c'est-à-dire vous avec avez Internet, raison, mais personne n'y Internet, c'est comprenait mondial, rien, je tout le parle. monde avait peur, maintenant on ne peut plus vivre 5 minutes sans. C'est exactement ce qui va se passer avec toutes les technologies immersives en plus rapide. Et donc aujourd'hui on confond le métavers, la réalité virtuelle, les crypto-monnaies, Voilà. les NFT, le business, Merci. la bourse, etc., etc. Mais tout ça va se calmer. Voilà, Et en fait on c'est pense- par la preuve, et c'est encore une fois, c'est par la culture, c'est par la création, avec des œuvres comme celles que je peux faire et que beaucoup d'autres créateurs peuvent faire, que les gens vont s'y habituer. Quand on est passé du noir et blanc à la couleur, il n'y a pas eu besoin d'évangéliser la planète pour comprendre que c'était plus intéressant que le noir et blanc. Jean-Michel, comment on va découvrir Oxymore en live prochainement? Tournée? Pas tournée? Alors, comme tu sais, j'ai fait les premiers concerts live au Palais Brognard la semaine dernière à Paris, en 360, qui était une série de showcase en fait pour la sortie de l'album. Et effectivement, ça ouvre toute une nouvelle manière de faire des concerts en live, où en fait les auditeurs sont à l'intérieur d'un cercle de 360. Ça veut donc dire qu'il faut Une réfléchir. bulle, vous avez créé une bulle. Oui, une bulle, mais ça peut être. On peut élargir la bulle. C'est-à-dire que je pense que très rapidement, on va pouvoir avoir des jauges qui vont être finalement assez comparables à des jauges classiques de salles de concert. On y travaille, c'est encore un work in progress, mais effectivement, pour moi, les prochains concerts que je voudrais faire seraient des concerts immersifs en 360, avec le fait de se dire qu'au fond, à un moment où on est bombardé par les images, c'est pas mal de revenir aux fondamentaux. Et en fait, ce qui est un peu un oxymore de ma part, parce que je suis un peu connu pour les scénographies que j'ai pu faire dans mes concerts, en fait, dans ces concerts-là, sur le plan du live dans le monde réel, il n'y aura pas grand-chose à voir et j'inviterai plutôt les gens à fermer les yeux. En revanche, toute la partie visuelle sera en live, en réalité virtuelle, qu'on pourra vivre ou avec des lunettes virtuelles, mais aussi sur son laptop ou sur son smartphone en 2D. Je trouve ça merveilleux. Vous savez déjà, puisqu'on parlait tout à l'heure de Dolby Atmos for Music, il y a des discothèques qui utilisent justement le Dolby Atmos pour faire danser les gens. Moi, j'étais allé à Londres, notamment, pour voir des essais comme ça dans une discothèque. Et j'avais interviewé les gens qui m'ont dit on n'a jamais été aussi pris, le corps n'a jamais été lui-même aussi enveloppé, on n'a jamais eu envie de bouger qu'avec ce son qui venait, qui nous enveloppait, qui nous emportait. C'est les danseurs qui disaient ça, mais quand on entend ces mots-là, on comprend ce qui peut se passer. Et vous en êtes la preuve vivante, c'est ça qui est fabuleux. C'est la différence entre, et une technologie comme Dolby justement le permet, c'est la différence pour la première fois au lieu d'être devant la musique, on est dans la musique. Et ça change tout. Et pour les musiciens, c'est évidemment un champ d'expérience incroyable. Et justement, puisqu'on parle d'instruments, etc., dans Oxymore, on vous pense noyé au milieu des claviers, de machins numériques, etc. Vous avez utilisé aussi ce qu'on peut appeler de vrais instruments, faits en bois, avec des cordes, des pots, etc. Ou vous avez exclusivement travaillé avec des instruments électroniques? Alors, bon, merci de poser la question parce que il y a un autre aspect sur l'album que je vais toucher d'une seconde, c'est que c'est en fait en même temps, j'avais envie de faire un hommage aussi à la pensée française de la musique électroacoustique. En fait, tout ça a commencé dans les années 40 avec des gens comme Pierre-Henry et Pierre Schaeffer. Pierre-Henry à qui je rends hommage et j'utilisais un certain nombre de sons de Pierre-Henry dans cet album. Et en fait, ça a été les premiers
et donc en France, à concevoir la musique pas seulement en termes de notes par rapport à un solfège existant et avec une lutherie existante qu'on connaît, la lutherie acoustique, mais à se dire, au fond, on peut utiliser des bruits, le bruit d'un oiseau, le bruit d'une machine à laver, de le mélanger avec une clarinette ou une guitare électrique et de faire de la musique. Et cette idée-là, qui était totalement d'avant-garde dans les années 40, elle vient d'ici, et notamment du service public, puisque le groupe de recherche musicale était attenant au service public à ce moment-là, et en fait a apporté, c'est une contribution majeure à la manière dont on fait de la musique aujourd'hui. Qu'on fasse aujourd'hui du hip-hop, du rock, de la techno, de la pop, de tous les genres confondus, on utilise tous des sound effects, des effets sonores, et on est tous devenus un peu sound designers, c'est-à-dire qu'on mélange des bruits de la nature, des bruits du corps humain, le bruit du battement de cœur, ou dans son beat pour les gens de rap ou de hip-hop ou les DJ. C'est devenu une grammaire. Et cette grammaire, elle est née ici en France, et c'est bon de le rappeler. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce d'approche organique et aussi poétique qui vient aussi d'un autre mouvement français, le surréalisme, c'est-à-dire le côté Marcel Duchamp, le côté, on met, ce que je disais, on mélange un son d'oiseau avec une clarinette, il y a un côté Marcel Duchamp là-dedans, et qui est très poétique. Et c'est tout ça que ça recouvre Oxymore, c'est-à-dire à la fois un lien entre les années 40, c'est-à-dire pratiquement il y a un siècle en gros, et puis demain matin, avec des gens comme Dolby, justement. Ce mélange, cette passerelle entre le passé et le futur qui rend notre musique sur le plan électroacoustique, électronique, française et européenne, si légitime. La musique électronique n'a rien à voir avec le jazz, le rock ou le blues, n'a rien à voir avec les États-Unis au départ. Elle vient de notre héritage de musique classique, hors format pop. Et donc j'avais envie aussi de rendre hommage à cette période-là à travers cet album. Mais ce qui est fou, Jean-Michel, c'est qu'on parle de technologie et quand on rappelle quand même que le binaural, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui est récent. Ce qui est fou maintenant, c'est que c'est mis en exergue au travers de la communication de Dolby, qui bien sûr travaille avec Apple, travaille avec tout le monde et dit voilà, on va pouvoir faire des sons spatialisés, mais c'est quelque chose qui date et c'est bien de le mettre en valeur maintenant, en exergue maintenant électroniquement, mais on est en train de défricher quelque chose qui est amplifié, mais qui existait déjà, et vous en faites référence, justement, parce que dans les années 40, on travaillait déjà dessus. Et c'est dingue, mais c'est dingue, ça. Je pense que Dolby aurait vécu en Haute-Égypte, ils auraient bossé sur l'acoustique des pyramides avec les pharaons. Ben voilà. Parce que ça fait partie de nous, c'est dans la nature, c'est nous, et on écoute, on n'entend pas vraiment en stéréo, on écoute en effet avec une fonction qui permet d'avoir un head tracking pour localiser des sons avec notre côté gauche-droit, et ça a toujours existé, ça a été mis en exergue, et là maintenant, moi ce qui m'amuse et ce qui m'éclate, c'est que vous l'utilisez aussi bien que ça, c'est-à-dire qu'on écoute votre album, moi je l'ai écouté en Dolby Atmos, et j'ai été pris en fin de compte, j'avais votre musique, plus les compléments de la musique, donc j'étais enveloppé à l'intérieur de mon univers, donc c'est bien ça, c'est de l'immersion. Et bravo, Monsieur Jarre. Franchement, je pense que ça va faire référence. C'est pas pour faire la flatterie, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont s'inspirer de ce que vous avez fait. Moi, je connais des gens chez Guillaume Tell qui travaillent Dolby Atmos, vachement bien et autres. Et je pense que la façon dont vous avez travaillé le son plus votre musique, ça va marquer. Ça va marquer. Je vous le dis franchement. C'est pour nous qui aimons la musique et la technique, ça va marquer. Merci de ce commentaire. Je veux dire qu'au-delà du plaisir que ça me fait, la leçon qu'on peut en tirer, c'est au fond le fait qu'il ne faut jamais oublier que ce qui compte, c'est le contenu. C'est-à-dire que la technologie, la technologie, elle est là pour nous aider. On parle beaucoup de technologie et c'est évidemment le lieu pour en parler, avec tous les fantastiques marques qui sont ici et qui se battent aussi pour survivre dans une période compliquée. Mais effectivement, ça marche sur deux pattes, tout ça. C'est-à-dire que c'est la création et la technologie. Comme je le disais, c'est la technologie qui dicte les styles. C'est parce qu'on a inventé la caméra qu'on a Fritz Lang, Godard ou Tarantino, et pas l'inverse. Donc, mais au bout d'un moment, c'est comme dans la cuisine, c'est comme au resto. Je veux dire il y a des spécialistes qui veulent savoir comment ça a été fabriqué dans la cuisine, mais la plupart du temps, quand on mange un bon plat, on ne sait pas trop comment ça a été fait. Et finalement, c'est pas trop important. Le résultat, c'est ce qu'on a dans l'assiette. Évidemment, en tant que musicien, ce qui compte, c'est que le fait d'avoir passé 1 an sur un projet comme ça, que musicalement, ça veut dire quelque chose au-delà de la performance technique. Et moi, la dernière question que je vais poser peut-être, mais donc le prochain album de Jean-Michel Jarre, il sera conçu de la même façon. Maintenant, c'est acté dans votre philosophie de créateur.
Ah oui, je pense que moi personnellement, je ne pourrais pas revenir en arrière. En revanche, je suis pas du tout opposé à l'idée que quelqu'un veuille faire un disque en mono, demain matin, un album en mono, pourquoi pas. Ou d'utiliser que le canal gauche ou que le canal droite. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour partager une réflexion avec mon ami de Dolby. C'est qu'en fait, quand j'étais en train de mixer l'album, on était en rapport avec les gens d'Apple. Et en fait, vous savez qu'avec le système donc, Dolby, on est en 7.4.1, c'est-à-dire qu'on a aussi le haut. Et en fait, les gens d'Apple nous ont dit « Ah mais si vous ne mettez rien en haut, vous ne pouvez pas être reconnu spatial audio sur Apple. » C'est-à-dire que là, c'est là où on arrête d'être vraiment amis. C'est-à-dire que si moi, ça m'intéresse seulement de faire quelque chose sur le canal gauche, en tant qu'artiste, j'ai le droit de le faire. Et donc, du coup, il a fallu, de toute façon, quoi qu'il arrive, et d'ailleurs, c'est le problème de tous les producteurs aujourd'hui qui sont sur Dolby Atmos en spatial audio sur Apple, on a l'obligation de mettre une information en haut. Bon, ça, il faudra corriger ça rapidement, je compte, pour vous, pour faire passer le message. C'est déjà en cours, je pense. Je ne suis pas Apple, je ne peux pas confirmer. Je sais. Et Apple, comme ils ont les matériels, enfin les produits avec le head tracking yacht, ils ont besoin que ça s'entende. Donc tout ce qu'ils peuvent mettre dans le signal, bien sûr. ce sont des vendeurs de matériel. Ça peut à la limite de la boutade parce que c'est effectivement un sujet qu'on n'a pas touché parce qu'on n'a pas le temps de le faire, mais la verticalité, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et là, il y a encore aussi beaucoup de choses à améliorer, aussi bien du côté technique pour Dolby et d'autres là que pour les créateurs. Et à propos justement du son spatialisé, etc., est-ce qu'il y a un titre dans votre carrière que vous auriez aimé justement produire grâce à cette technologie dans votre discographie passée, parce que vous ne faites pas partie des gens à faire des best-of, des coffrets, etc. Vous sortez des albums, vous avancez. Est-ce qu'il y a un titre dans votre carrière que vous auriez aimé justement présenter en son spatialisé, ou est-ce que c'est une idée qui vous trotte de ressortir un ou plusieurs titres ou disques Non, tous. Revus et corrigés? Tous. Ah d'accord. Évidemment. Bah voilà. Mais c'est une question. En revanche, par rapport au fait de les ressortir, je pense qu'encore une fois, c'est un vrai problème. C'est que je pense que tout ça n'a pas été conçu pour le multicanal. Donc du coup, je sais pas, je serais tenté un jour quand même, par rapport à Oxygène, qui était dans ma tête, quand je l'ai conçu Oxygène, il y avait vraiment l'idée d'écarter la stéréo, de jouer avec l'espace. Et j'ai utilisé à l'époque des procédés très primitifs de délai extrême pour élargir la droite et la gauche, qui est un des aspects qui fait l'originalité d'Oxygène, c'est justement cette espèce d'espace qui n'existait pas à l'époque. Et je voudrais bien essayer de tenter l'aventure, de voir ce que ça donnerait si je faisais une adaptation en 360. C'est quelque chose que je ferais. Mais sinon, je suis, comme je le disais tout à l'heure, assez contre reprendre quelque chose qui n'a pas été fait pour ça. Marvin Gaye que j'ai réécouté, retravaillé, moi ça m'a pas plu par exemple. Voilà, c'était pas fait pour. Et pareil. Et c'est quelque chose, en effet, je suis d'accord avec vous. Il faut pas piller quoi les trucs. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Bien sûr, non, mais ça peut marcher. Il peut y avoir des, par exemple, dans la musique classique, si on prend une œuvre comme Le Sacre du Printemps, ça peut être intéressant. C'est une grosse galère à faire, mais ça peut être intéressant. Mais dans la musique enregistrée, ça a tellement été lié à une technique d'une époque. Quand on prend Marvin Gaye ou autre, toutes les procédés d'enregistrement de cette époque, c'est ça qui donne la chaleur et l'âme du projet. Si on l'abîme, on le désincarne et on risque de se planter. Donc moi, j'y toucherai pas personnellement. Bah, c'est le mot de la fin, parce que je crois que vraiment vous avez résumé les choses. J'aimerais qu'on applaudisse vraiment très très fort Monsieur Jarre, parce que ça a été un moment incroyable. Merci à l'équipe de Rolling Stone, merci à Monsieur Dolby à qui j'ai plein de questions. Voilà. Et merci à Rolling Stone d'avoir organisé tout ça. C'est effectivement une revue qui se trouve justement au carrefour à la fois du côté rock'n'roll dans ce que ça a de cool et en même temps de ce que la technologie a de cool. Et il le prouve aujourd'hui. Donc merci à vous. Merci Jean-Michel. Rendez-vous l'année prochaine ici, Monsieur Jarre. L'année prochaine. Merci, on peut applaudir très très fort. Merci. Vous avez vos fans qui sont là. Ça va être la fin de ce live. Merci infiniment. Merci. On va finir cette petite séquence avec le commissaire du salon, avec François qui va venir. François, je vais te laisser un micro, n'importe lequel. Peut-être prendre encore un micro, Jean-Michel, je pense pour finir avec toi. Merci. Jean-Michel, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté d'être le parrain de cette édition 2022. C'est un réel honneur que d'avoir quelqu'un comme vous comme ambassadeur sur le salon. On connaît votre appétence pour la technique, pour le travail sur le son.
On est ravis de découvrir ce nouvel album Oxymore avec vous cette année. Et voilà, c'était vraiment, vous remercie du fond du cœur. Moi, je vous admire depuis des années pour votre travail. Merci infiniment d'être là. Et j'espère que vous profiterez d'un bon moment sur le salon. Merci à vous. Je suis heureux d'être le parrain de cette édition 2022 et je reviendrai évidemment en 2023. Merci à tous. Avec grand plaisir, merci. Merci. On se retrouve dans quelques instants avec la suite des lives. Merci Monsieur Jarre. Ouais, et je vais en profiter, mon pépé, pour rappeler à tout le monde que bien sûr, il y a le stand d'écoute de nouvel album Oxymore sur le hall Bordeaux de l'autre côté et des sessions d'écoute bien sûr de ce nouvel album en Dolby Atmos dans plusieurs espaces dont vous trouverez le programme à l'accueil. Merci à tous. Merci beaucoup. On va couper quelques instants et on va passer à la suite. À bientôt, à bientôt. Bien sûr, vous trouverez ce live en replay sur la chaîne YouTube. Un peu partout, on va faire des découpages. Monsieur Jarre était là et ça, on va pas rater ça. A tout de suite. Allez, cut off.